sur cette... Mesdames, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, voilà, on a réussi à inventer le décompte avant le jour J. Ah Ça, oui, il fallait très le bon faire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Il y a une dualité entre le début et la fin. Le début nous marque beaucoup d'appréhension et puis la fin avec beaucoup d'exaltation et vraiment de délivrance, c'est ça. Début, fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Dernière émission, dernière matinale de 2018. Oh, que ça a été une année magnifique, fructueuse, avec tout ce que cela a comporté comme bonheur, parfois moins de bonheur, mais l'essentiel, c'est que nous sommes là. Nous sommes là et je ne suis pas seul, en compagnie de ma collègue du matin, Alix, pour la dernière de cette année bonjour 2018. Marco, Comment ça va? le dernier bonjour de cette année. Voilà, merci en tout cas. Dernier réveil à 3 h du matin. Non, pour cette année. Oui, pour cette année, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Sinon, on Bien sera sûr. là encore demain. Et comme vous Amen. l'avez dit à l'entame de cette émission, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous sommes très heureux de terminer cette année en votre compagnie, de vous réveiller. Voilà, c'est le 31 décembre 2018. Bonjour chez vous et on va profiter de cette journée car nous sommes en vie et il faut le savourer. Ouais, il faut savourer la vie, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'être le moins laid possible, avec bien sûr le remerciement qu'on doit à tous ceux qui nous ont habillés ce matin. On donne un peu le ton, on espère. Hein. Regardez la ravissante tenue de ma chère sœur. On a fait un effort. On a fait un petit effort, un blanc-noir. Le noir, le blanc, c'est un peu la combinaison de mise, hein, généralement, pour cette fête de fin d'année. Mais cela ne va enlever en rien notre bonheur de scinder ce conducteur en plusieurs séquences. La première séquence, c'est les infos pour le 31 décembre 2018, n'est-ce pas, ma très chère? Exactement, Régis Cauchy aussi a respecté le dress code de cette journée magnifique et symbolique. Donc nous le retrouvons dans quelques instants pour son premier flash. Et vous savez qu'il en restera encore 2. Info route aujourd'hui. Bien évidemment, on parlera de ces fêtes-là qui prennent fin, mais nous sommes déjà là-dedans, donc on va encore en profiter. Donc les célébrations festives et les manifestations sur les voies publiques. Voilà, il faut respecter tout de même la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Attention, pas d'excès. C'est vrai, en fait, on est très heureux de terminer l'année, mais il faut la terminer en beauté. Attention, précaution, précaution, avec P majuscule sur toutes les routes. Et puis, on aura aussi lundi motivation. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est lundi. Hein. Oui. Mine de rien, c'est le dernier jour. Le dernier jour tombe le lundi. Oui, je sais. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir. On le mais bon. transforme en samedi, Oui. c'est pas Mais grave. Imaginez que nous sommes samedi. Imaginez, on va faire la fête et puis garder toutes les mesures. Aujourd'hui, on célèbre les... Nous célébrons les Sylvestres, bien évidemment. C'est la Saint-Sylvestre, donc les prénommés Sylvestre, Esther, Frobert, Hilaria. Frobert. Oui, Frobert, Hilaria, Potentienne, Rogata, Savinien, Savilstar, Savilster, Sylvester et Yona sont célébrés en ce 31 décembre 2018. Et bien sûr, tous ceux qui sont nés en cette magnifique journée d'un 31. Tout Ok. simplement. Et puis on n'oublie pas que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, mais le 29 décembre c'était l'anniversaire d'une personnalité iconique, mythique, totémique du monde sportif de notre pays. C'est un gardien de but, mais aussi et surtout un buteur. Ah oui. Kopa Barry, footballeur international ivoirien, gardien de but qu'on célèbre aujourd'hui. Joyeux anniversaire Henrietta, mais en fait on n'était pas là le 29, samedi, il n'y avait pas matin bonheur, donc on ne pouvait pas rater cela aujourd'hui. Joyeux anniversaire champion. Autre anniversaire, et celui-là, c'est de ce jour-là, voilà, Monsieur Soumaïla Bakayoko, voilà, il célèbre aujourd'hui un an de plus, l'ex-chef d'état-major général des armées. Bonne fête à vous, et puis encore plein d'années auprès de vos proches. La suite de toutes ces célébrations sera tout à l'heure, mais Régis Cauchy est là avec nous. Régis, pour le premier flash, vous êtes à Matin Bonheur, dernier cru de l'année 2018, avec à la réalisation la ravissante et talentueuse de Christelle Akoussa et toute l'équipe en haut, Madame Bridgie, tout le monde, tous ceux qui travaillent dans l'ombre. On se retrouve juste après lui. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce dernier 6 heures de l'année 2018. La Côte d'Ivoire quitte la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, recevant les membres du Conseil lors de la traditionnelle réception de fin de présidence.
L'ambassadeur Adom Kakou Wadja a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette présidence avant de revenir sur quelques points. Michel Digré nous en parle. C'est un mois de décembre qui a certainement été l'une des plus importantes étapes de la première année de la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Un mois de présidence qui s'achève et qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer à la face du monde ses capacités à tenir les rênes de l'un des principaux organes des Nations Unies. Un mois de présidence également de partage d'expériences. Les thèmes choisis pour les 2 débats de haut niveau de la présidence ivoirienne, à savoir reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, et rôle des États, des organismes régionaux et des Nations Unies dans la prévention et la résolution des conflits, ont permis de partager avec la communauté internationale l'expérience de mon pays en matière d'opérations onusiennes de maintien de la paix. C'est à juste titre que le président de la République disait dans sa déclaration du 5 décembre 2018, et je cite, « Le cas de la Côte d'Ivoire devrait inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans d'autres situations post-conflit. » En attendant de faire le bilan de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Adom Kakou a indiqué que la Côte d'Ivoire était heureuse d'avoir contribué modestement à faire avancer les réflexions sur bon nombre de questions soumises à l'examen du Conseil de sécurité, et ce par la recherche d'un consensus minimum sur ces sujets. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies a eu un déjeuner de travail avec les 15 pays membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Adom Kakou Wadja a salué l'implication de Antonio Guterres dans le succès de la COP24 à Varsovie et le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Après quoi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont planché sur les derniers développements de la situation au Yémen et en République démocratique du Congo. On part à Soubré, où la police a mis la main sur 4 redoutables gangsters spécialisés dans l'attaque des commerces et des acheteurs de produits agricoles. L'arrestation a eu lieu alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer un opérateur économique. Mahamadou Kouassi. À peine lancée, que l'opération peut arriver 4 potes de fruits dans le département de Soubré. 4 redoutables gangsters ont été pris dans les filets de la police. Ils avaient en leur possession des pistolets automatiques, des armes de guerre, un chargeur automatique et plusieurs munitions. Ils s'apprêtaient à attaquer un opérateur économique libanais qui venait de faire un retrait d'un montant de 50 millions dans une banque de la place. L'interpellation de ces derniers nous a conduit vers l'un des cerveaux du groupe qui se trouve être le mécanicien chef de l'opérateur économique en question. Selon le commissaire de police de Soubré, les gangsters ont avoué être les auteurs de l'assassinat d'un opérateur économique à bord de son véhicule et ont également à leur actif plusieurs attaques à main armée et le pillage de plusieurs magasins de cacao dans le département de Soubré. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler le reste de la bande selon le commissaire. En attendant, les 4 gangsters ont été mis à la disposition du tribunal de Soubré. Le commissaire Lassine Ansila n'a pas manqué d'exhorter la population de Soubré à une franche collaboration avec la police pour l'aider à réussir avec efficacité sa mission de sécurisation des biens et des personnes. Les feux d'artifice pour marquer le passage de 2018 à 2019 sont prévus aujourd'hui dans le cadre de la 8e édition d'Abidjan Perles des Lumières, une édition qui fait un point d'honneur à la réconciliation nationale à travers les couleurs. Les explications de Issa Yeo. Depuis 2011, Abidjan est illuminé à l'image des grandes métropoles du monde, chaque fin d'année. La tradition est respectée cette année avec le festival Abidjan Perles des Lumières, organisé par une structure et le district autonome d'Abidjan. Pour cette édition, un sapin de la réconciliation en couleur avec un diamètre de 12 mètres à la base et une hauteur de 30 mètres est dressé en face du palais de justice. Non loin de là, à la cité administrative, 2 tours scintillent pour le plaisir des yeux, de quoi réjouir les visiteurs. C'est bien décoré, c'est ça qui nous venir pour regarder. Le plateau, c'est comme aujourd'hui, regarde, c'est très joli. Chaque année, on nous fait ce plaisir de décorer le plateau.
on envoie les enfants pour venir visiter. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Cette illumination concerne les grandes artères de la capitale économique, le district d'Abidjan, la place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, la place Akwaba, le pont Général de Gaulle et l'espace du pont Henri Konan Bédié. Tous ces endroits donnent fière allure à la perle des lagunes. Des moments pour des vendeurs de faire de bonnes affaires. Et à grâce à Dieu, ça marche un peu, même si c'est 510 fois, on gagne. Parce que souvent, on veille, on quitte ici à minuit ou bien 1h. On vient à 18h ou bien 19h, bon, on gagne aussi. Abidjan perd de lumière, c'est aussi le feu d'artifice. Centre névralgique de ces feux, le pont Général de Gaulle, entre le plateau et Trécheville, sera soutenu par 2 barges, véritable rampe de lancement des bombes. Vous savez que le thème que nous avons donné cette année au Festival d'Abidjan Perle de Lumière, c'est la réconciliation en couleurs. Et le feu d'artifice du 31 décembre va refléter cette thématique. Ce sont des tirs très aériens qui vont faire un grand manteau dans le ciel d'Abidjan et ça permettra de faire la fête de partout. Je vois cette fête vraiment féerique. Ce sont toutes les générations d'Abidjanais qui sont émerveillées. On a la chance d'avoir une très belle lagune en fait sur Abidjan, d'avoir un point central dans la ville où en fait aussi bien les gens qui habitent Cocody que les gens qui habitent Riviera, que les personnes qui sont à Marco résidentiel ou à Bobo en fait puissent être émerveillés et puissent bénéficier en fait de ce feu d'artifice. Sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour permettre à la population de vivre des moments féeriques. Vous sentirez cela à partir de 17h le 31. L'entrée et la sortie du plateau feront l'objet de mesures spéciales qui n'empêcheront pas nos frères et sœurs qui iront à la messe d'y aller. Cette 8e édition d'Abidjan Perle de Lumière sera l'occasion pour la population de vivre d'intenses moments de réconciliation en couleur avec les feux d'artifice pendant 20 minutes ce 31 décembre. Ils ont servi le rire à tous les amoureux de l'humour les 28 et 29 décembre dernier. Magnifique, Ramatoulaye, Chukenpat et les autres ont encore relevé le défi. Bonjour 2019, ce spectacle haut en couleur a donc tenu toutes ses promesses. Nous, Sangaré, Koné, Pargassero. Palais de la culture de Trécheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence, participer à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. Grâce à vous, notre émission, notre événement est devenu panafricain, je dirais même international, car nous recevons des invitations à travers le monde. Vos critiques, vos suggestions et même vos conseils nous ont permis d'atteindre cette notoriété. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Il y a découlé comme ça. J'arrive au feu de Bel Air. Il y a un gars qui vient, il dit, mon vieux père, je vends chat. Il dit, moi, il n'a pas souri à la maison. Il dit, paye le chat. Il dit, paye le chat. Il dit, je n'ai pas souri. Il dit, mon vieux, paye. C'est parce que tu n'as pas souri, non. Paye le chat. Le soir, je vais t'envoyer les souris. Bonny la merveille et fils unique, les deux révélations de ce Bonjour 2019 ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Un son où les chefs d'État ont chanté dedans. Ah, on dit, le morceau commence. Je dis, petit, c'est quel morceau? Quand il a mis le mixage, ils sont 3 seulement, ils vont tuer. Le premier, tu entends? Allez, tapez les mains, tapez, 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 tapez. Allez, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Voilà le baoulé qui vient. Lui, il va tuer dans le morceau. Mais écoutez, écoutez. Il y a qui? Bloqué. Quand je suis arrivé à La Haye, le premier jour, le juge m'a posé une question, en anglais bien sûr. Ils ont demandé, Laurent, how are you? Alors que how are you embêté, ça veut dire tu es l'enfant de Hawa.
Et comme je ne suis pas l'enfant d'Awa, j'ai dit, Marguerite n'a oublié. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. Je suis pour la première fois de passage à Abidjan en décembre. C'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés sur le net. Les artistes sont au top, ils sont de qualité. Nous ne nous ennuyons pas. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison. Il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays dans le cadre du Bonjour Tour 2019 pour des instants d'humour et de rire. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. À tout à l'heure, Régis. Et nous, en tout cas, on a pris plaisir à suivre avec vous ce dernier élément. C'était fort plaisant. Alors, Marco, vous adorez les chats, je suis sûre. Les chats? Oui. Je suis plus chien, moi. J'ai cru que vous auriez dit, je suis plus souris. Rottweiler, je suis plus chien et puis souris s'abstenir. De toutes les façons, moi, je vous envoie un contingent de souris. De quoi? Un contingent de souris. De souris. Et les chats qui vont avec. Voilà. Combien de chats? 3 chats. Pour 1200 souris, on verra. Il faut combien de chats? Alors, actuellement, imaginez, Alix, les gens se préparent parce que, honnêtement, on va se dire... Oui. Qui a la tête au travail aujourd'hui? C'est vrai, cette journée continue officiellement, mais c'est toute la journée même qui ne va pas continuer. Mais bon, vraiment, faites un petit effort. Il faut faire un petit effort. Oui, un petit effort. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Quelques heures seulement. Il est 6h12, mesdames et messieurs, à Babré et partout en Côte d'Ivoire. Babré, c'est à Gagnoa, au cœur de notre pays, dans la région du Go. Du Go, c'est ça. Elle dit Go. Vous dites du Go? Go, on dit Go. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci, Côte d'Ivoire, et ceux qui nous regardent de l'extérieur. On a l'impression que dans d'autres pays, déjà, on n'est pas loin de la en fonction de décalage horaire. Papouasie, Nouvelle-Guinée, Polynésie, puis Corée, Japon, tout ça. Ils sont déjà 17h, 16h, 17h parfois du côté de Sapporo, au Japon, par exemple. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Maintenant, la suite, on va, malgré l'ambiance festive, tout ça, bouger un peu, n'est-ce pas? Exactement, on vous fait travailler le dos et les abdos. C'est très bon pour rester en forme. Donc, allez-y, suivez ces exercices. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Cyril Nyamke pour vous servir. Alors, petite session aujourd'hui pour travailler le dos et les abdos. On va commencer simplement par un exercice. On se met à 4 pattes. On va tendre le bras gauche et la jambe droite. Tendre le bras gauche et la jambe droite. Essayez de garder l'équilibre et alterner. Pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et parfait. On va se coucher sur le ventre, tendre les bras devant. On va monter le bras droit, faire une flexion, tendre et redescendre au sol. Voilà, 15 répétitions par côté. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on monte le bras, on fait une flexion, on tend. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. On change de bras. Allez, 1, 2, n'oubliez pas d'expirer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on voit bien le compte à l'arrière, 9, 10, parfait. Troisième exercice, on va se lever. Donc ça fait 3 exercices pour le dos, 3 exercices pour les abdos. On va se lever, mettre la main derrière la tête, les doigts derrière la tête, descendre le haut du corps, juste le haut du corps, serrer les fesses et se redresser en gainant les abdos. Donc ça va nous permettre de renforcer la partie des lombaires. Allez, on descend le haut du corps pour 12 répétitions et on se redresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. 3 exercices pour les abdos. Premier exercice, sur le dos, on va poser les mains au sol, serrer les jambes, pousser vers le haut et redescendre. On expire à la montée. 3, on va à 20 répétitions. 4, 5, on garde le bas du dos plaqué au sol, 6, donc dos arrondi, 7, on expire, 8, 9, 10. Avant-dernier exercice, on va tendre les jambes, les ramener vers nous, toucher la pointe du pied et alterner. Donc mes bras sont tendus, je tends légèrement les jambes, je ramène ma jambe vers moi et je change. 1, 2, 3, 4 pour 12 répétitions, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Dernier exercice, ça sera du gainage. Je vais juste arrondir le dos. Que le bas du dos au sol. Tendre les jambes vers le haut, tendre les bras vers le haut et maintenir la position. Donc je plaque toujours mon bas du dos au sol pour bien engager mes abdos. On tient 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, parfait. Si vous n'arrivez pas à tenir les jambes au cou, que votre dos campe pendant l'exercice, n'hésitez pas à ramener les jambes un peu vers vous. Ça va plus plaquer le bas du dos au sol. Donc, encore une fois, je répète que vous pouvez vous faire une petite routine d'exercice à la maison. C'est-à-dire, vous pouvez les noter, les exercices que vous faites. Vous pouvez les noter, les lister et vous-même vous faire des petits circuits avec. Ça va vous permettre de changer vos entraînements. Ça va vous permettre d'avoir des entraînements plus longs que vous pouvez faire, pas forcément le matin, mais le soir. Ça va vous permettre d'être plus actif et d'avoir l'habitude de certains exercices. Sur ce, c'est la fête. Profitez, pas trop. Attention à la bouffe et prenez soin de vous. Au revoir. Merci coach Cyril Niamké pour cette dernière séance pour l'année 2018. 2018 qui continue, qui va vivre ses dernières pulsions, qui va tracer sa route. Et justement, parlons de route. Le point route n'échappe pas au 31. C'est pas parce qu'il y a le 31 qu'on va pas se faire un petit point route, n'est-ce pas? On y va. On va commencer le point route. Et on démarre sans surprise, comme on a commencé en cette année 2018, par l'échangeur de Marcory. Et un drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire attention, c'est le 31. Il faut Vigilance. éviter les excès, voilà. Vigilance, le temps est encore jeune. Alors, le pont général de Gaulle, nous sommes au garde à vous, puis on attend. Voilà. Okay. Là aussi, il n'y a pas un drapeau, mais il y a magnifique, avec les lampadaires encore qui sont allumés. Oui. Voilà, Abidjan qui se prépare pour ce feu d'artifice. Je rappelle, ce soir, en direct et partout, vous aurez la beauté à Abidjan qui s'inscrit dans le firmament des grandes villes du monde avec des feux d'artifice majuscules. Lumière.
Troisième voie à nous accueillir, le boulevard lagunaire. Voilà, la lagune, elle est propre, elle est magnifique. Et le balai aussi des véhicules se fait très présent. C'est le 31, c'est le dernier jour, comme on dit. Tout doucement sur les voies. Moyen, mais ça va prendre de l'ampleur tout à l'heure. Et là, c'est au Latry avec vraiment une très bonne visibilité. La caméra est bien positionnée. Et on voit même quelqu'un même au balcon là-bas, au 3e étage, qui est en train de se... Une vue de Sphinx. Oui, j'ai une vue. Et je sens que la personne s'appelle peut-être Jean. Jean, en train de se réveiller le matin. Bonjour Jean, si vous nous voyez, regardez. Heureusement que ce n'est pas Jeanne. Oui, Jean-Jeanne, bon, c'est la même base, la base joannique. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur. Premier invité de cette dernière émission de l'année. C'est celui qui vient chaque fois nous rassurer. Des fois, il nous fait peur avec l'histoire de la route. Mais bon, il est là aujourd'hui dans un esprit bon enfant. Jingle. Je vais continuer, je vais s'arrêter, ouais. Bon, c'est le 31, on a dit qu'on disait tout, mais ça, on va garder. On va garder par contre. Bonjour, monsieur. Vous avez la forme? Bien, ça peut aller. D'accord, ça va aller. Vous êtes au ralenti, là? Ça va plutôt aller. Travailler un réveillon, c'est compliqué. Ah, non, dites ça fort pour que les autres... Il dit... Alors, ce qu'il va vous dire avec beaucoup de joie et beaucoup d'engouement, c'est sur le thème. Hein. Vous parlez bien sûr du thème, les célébrations festives et manifestations sur les voies publiques. On en rencontre un peu partout. Exactement. Mais ce n'est pas normal. Et en cette période des fêtes, ça deviendra monnaie courante. Voilà. Alors, quand on entend par voie publique, quelles sont les manifestations et les célébrations qu'on peut y trouver? En fait, deux questions. Oui, deux questions. Pour le réveiller. On va commencer par définir la voie publique. C'est-à-dire quoi? La voie publique, je veux qu'on la distingue de la voie qui est une partie de la chaussée. La voie publique, c'est tout lieu public ouvert à la circulation du public. De façon générale, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire quoi? On va parler de la chaussée, du trottoir, des accotements, de tout ce qui borde la route. Que ce soit une piste, que ce soit bitumeux ou non, on est sur une voie publique chaque fois que cet espace-là est ouvert à la circulation du public. Les usagers de la route, cela s'entend, des véhicules, des piétons et autres acteurs de la route. Et sur cette voie publique-là, les activités doivent être organisées, puisque toutes ces activités vont être soumises en partie au code de la route. Donc les activités qu'on peut organiser sont multiples et diverses. Le code de la route réglemente sûrement les activités sportives sur la route, en parlant de sport automobile. Mais il y a d'autres dispositions réglementaires qui vont venir régir d'autres activités sur la route, comme l'exploitation des débits de boissons, comme des petits commerces au bord de la route. Alors dites-nous, quid de... Parce que chaque fois, les vendredis surtout, disons-nous la vérité, il y a des endroits qui sont occupés. Ça répond à quel souci? Il y a des bâches partout, des gens parfois ont peur de se plaindre parce qu'on se dit, on se dit. Bref, ça là, c'est quelle réglementation? Il va y avoir deux cas. Soit ces personnes ont une autorisation pour le faire, soit c'est toléré. Ça peut être toléré parce que vous avez l'autorisation de vous installer et que pour la circonstance, vous avez besoin de prendre l'espace public pour l'activité. Mais quand c'est tous les vendredis, quand c'est tous les jours, c'est tout ça, c'est qui donne cette autorisation permanente là? Il n'y a pas d'autorisation permanente si ça n'a pas été autorisé par la mairie. Ça, c'est pour les petits commerces. Les petits commerces, les maquis. L'ouverture d'un bar, d'un maquis est réglementée en Côte d'Ivoire. Il y a l'autorisation d'ouvrir un débit de boisson qui est délivré par le ministère. Non, là, je parle concrètement des bâches qu'on met pour les célébrations. Pour les célébrations ponctuelles qu'on fait. Ou bien pour des célébrations aussi spirituelles, tout ça. On a des dots, des mariages, pardon. Oui, malheureusement, c'est les abus qu'on constate. Parce que là, ce n'est pas autorisé. Voilà. Il faut faire la différence entre le lieu privé, le lieu public plutôt, et la voie publique. C'est-à-dire on peut être dans un espace ouvert, qui est ouvert au public. Et puis, bon, ce n'est pas une voie publique, donc ce n'est pas ouvert à la circulation publique. Mais on peut être sur une voie, qu'elle soit bitumeux ou non, même qu'elle soit dans une cité. Et cette voie-là, une fois qu'elle est publique, on ne peut pas s'installer comme ça. Une fois que c'est une voie publique, on ne peut pas s'installer, on ne peut pas... Donc, ce qu'on voit là est illégal? Forcément illégal. Voilà. Ok. Merci pour l'info. Alors, pour continuer sur la même lancée, en cette période, c'est sûr qu'on aura des extensions de maquis, de bas et autres manifestations. Qu'est-ce qu'il faudrait au préalable pour pouvoir s'installer comme ça ou le recours, quand ça se passe, comment on fait? Surtout pour les maquis, je vais peut-être insister là-dessus parce que la dernière fois, on parlait de l'alcool au volant et je sais aussi que l'ivresse de la voie publique est sévèrement punie. Donc, on ne s'installe pas comme ça. On ne va pas venir exploiter le trottoir pour faire un maquis. Parce qu'au moment où on installe les... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a crié dans le studio. Quoi? C'est interdit. L'ivresse sur la voie publique. L'ivresse sur la voie publique est interdite. Et celui qui donne à boire à quelqu'un qui est déjà ivre aussi est sanctionné. Bon. Donc, le tenancier du maquis qui voit quelqu'un qui est ivre, qui veut de l'argent, se fait de l'argent, va lui donner encore de la boisson.
et qui plus est, se trouve sur le trottoir, il va en faire des dispositions du cours de la route, il va en faire des dispositions du cours des débits de boissons, il va en faire beaucoup de dispositions. J'en connais qui ont frôlé des choses le samedi, suivez mon regard. Donc c'est pourquoi je pense que les dispositions pour exploiter, pour s'installer au cours de la route sont des dispositions de précaution à prendre. Enfin, si le trottoir, c'est des dispositions du cours de la route, il faut prendre beaucoup de précautions, on ne s'installe pas comme ça. Il faut mettre beaucoup d'espace de présignalisation, il faut vraiment prévenir le danger, il faut vraiment assurer la sécurité de ces personnes qu'on va installer là. Il ne suffit pas de mettre des planches pour dire c'est un maquis, il faut vraiment penser à la sécurité avant de s'installer ainsi. Ce dont on parle là, sincèrement, c'est important. Hein. C'est vrai qu'on est le 31, on a l'esprit festif ici, mais une fin d'année doit être heureuse pour tout le monde, une fin comme un début. Il faut vraiment s'organiser quand on sort. Il y a une personne qui ne doit pas boire, qui doit veiller sur les autres. Vous pouvez tirer au sort, mais il faut que tout le monde sache que vraiment il y a un excès, il y a un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Il faut avoir une ou deux personnes qui peuvent nous retenir au cas où. C'est un message à diffuser largement. Il faut veiller à ce que les gens ne soient pas ivres au volant. Et on parlait du tenancier de maquis, il a aussi son rôle à jouer. Les conducteurs des gros camions aussi, franchement, arrêtez un peu, honnêtement. Faites doucement. C'est la fête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de vous. Ça, ce sera, les transporteurs aussi, ce sera un autre thème, hein, Monsieur Ekou. Il faut qu'on parle des gros camions. Les gros camions ont trop endeuillé les populations en cette année 2018. Il y a eu trop de décès où on a vu des gros camions. Et nous, à Matin Bonheur, on sait de quoi on parle parce qu'on en a perdu. On a perdu quelqu'un qui était très cher à notre cœur. Franchement, il faut un message spécial pour les conducteurs de gros camions. Il y a c'est réglementé, tout ça? Oui, l'utilisation des gros camions est fortement réglementée. Le métier même de chauffeur de gros camions est réglementé également. Ça fera l'objet d'une prochaine session, d'un prochain thème. On va vous garder sur le plateau, on va vous garder encore quelques minutes parce que c'est très très important. C'est le maître mot de cette matinée du 31 décembre et même toute cette journée. La prudence, rien que la prudence, n'est-ce pas ma très chère Alix? Exactement. Et pour l'heure, nous allons rester prudents, respecter notre conducteur. On part maintenant pour la météo et vous retrouverez Régis Kofi dans quelques instants. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, il fera relativement frais et sec en début de matinée dans le nord, dans le centre et dans l'est avec un ciel partiellement nuageux. Par contre, l'ouest et le sud-ouest verront l'arrivée de nuages relativement denses et le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, notons 24 degrés pour Abidjan, 23 à Adiaké et à Bondoukou, 21 degrés pour la ville de Boaké, 22 à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés pour la région du Go, 20 à Korogo, 19 degrés pour Man et Odiéné, San Pedro affichera 24, Sassandra 23, 22 pour Tabou et Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays. Ainsi, il fera chaud et sec dans le nord sous un ciel faiblement nuageux, alors que sur le littoral et dans le sud forestier, on aura un temps chaud et humide. En milieu ou en fin d'après-midi, l'on observera quelques bourgeonnements nuageux qui donneront localement de la pluie sur le littoral. Jetons un regard aux températures de l'après-midi. 31 degrés pour Abidjan et Adiaké, 34 degrés pour Bondoukou et Boaké, 33 à Daloa, 34 degrés pour Dimbokro, 32 pour le Go. La ville de Korogo affiche 35 degrés, 31 degrés pour Man, 35 à Odiéné. San Pedro nous donnera 31, 30 pour Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Bon lundi à tous et à chacun. L'actualité africaine de ce 31 décembre. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Les Congolais ont voté hier pour la présidentielle. Le président sortant, Joseph Kabila, a voté au centre de l'Institut de Gombe à Kinshasa.
Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani, tous candidats à la présidentielle, respectivement, pour le compte de la coalition Lamuka et du Front commun pour le Congo, ont effectué leur devoir civique dans le même centre. De nombreux électeurs se sont rendus dans les différents centres de la capitale pour exprimer leur choix dans les urnes. Toujours en République démocratique du Congo, le dauphin du président sortant Joseph Kabila, le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani, a revendiqué la victoire à l'heure même du vote hier matin à l'élection présidentielle. J'ai déjà gagné, vous avez vu comment j'ai battu campagne, tout ce qui s'est passé. Je serai élu, a déclaré Ramazani en sortant de son bureau de vote à Kinshasa. Il faut que les gens votent, il faut éviter les violences, a-t-il ajouté. La violence n'a pas été évitée selon le souhait de Ramazani. 4 personnes, dont un policier et un agent électoral, ont été tuées hier dans la province du Sud Kivu. C'est ce qu'a indiqué le directeur de campagne du candidat d'opposition à la présidentielle, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Kamerhe a accusé l'agent électoral de truquer le vote en faveur du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani. Au Niger, une quinzaine de djihadistes ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une opération conjointe menée par l'armée nationale et la force française Barkhane au nord du pays, à la frontière malienne. Et puis on termine au Maroc. Le parquet de Rabat a présenté dimanche au juge d'instruction antiterroriste 15 personnes soupçonnées d'être liées au meurtre de 2 jeunes randonneuses scandinaves dans le sud du Maroc. C'est ce qu'a annoncé le procureur général de Rabat. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h dans un autre développement. Merci beaucoup, Régis. Tout de suite, on est connecté avec M. Ekou, notre spécialiste de tout ce qui est sécurité routière. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on doit retenir pour ce dernier virage, pour le 31? Pour le 31, il faudra retenir que, bien évidemment, l'exploitation de la voie publique est ouverte à tous. Mais il faut penser à préserver la vie des gens en respectant les du code de la route. Comme je l'ai dit, dès que vous êtes sur la voie publique, devenez un acteur de la circulation routière, le code de la route s'applique à vous. On insistait plutôt sur les tenanciers des maquis, parce que je disais que comme j'avais dit que l'ivresse sur la voie publique était sanctionnée, on a bouffé des riz, il faut les inviter à comprendre aussi qu'ils doivent jouer leur rôle dans la sensibilisation. C'est-à-dire que si vous voyez des clients qui sont venus à vous tuer un véhicule, il faut peut-être passer le message, il faut peut-être insister, il faut éviter de donner à boire à outrance à quelqu'un qui va conduire. Il faut aussi tenir compte que la route est le bien de tous, et donc en l'utilisant, il faut penser à la sécurité de ceux qui vont aussi venir en face. C'est-à-dire que vous êtes au volant, vous voyez une personne qui est ivre, qui traverse au feu vert, ce n'est pas pour autant que vous allez lui klaxonner là-dessus, il ne faut pas pour autant que vous allez l'engueuler, l'insulter. Il faut penser aussi au partage, enfin en cette période de fête-là, en bonne convivialité de la route avec d'autres usagers. Alors la sensibilisation vient toujours avec la sanction. Quelles sont donc les sanctions qu'on n'offre pas et qu'on inflige à ceux qui enfreignent cette oui, l'exploitation abusive de la voie publique est au carrefour de plusieurs sanctions. Il va y avoir des sanctions prévues par le code de la route, mais qui, dans ce cas-là, sont moins sévères que d'autres sanctions prévues par des réglementations diverses. Par exemple, la loi sur les débits de boissons que je citais sanctionne très durement certaines actions qui portent des manquements au code de la route. Monsieur Ekou, je suis tenancier d'un maquis. Enfin, soyons concrets. Concrets. Je suis tenancier d'un maquis. Il y a des jeunes qui sont dans mon maquis, qui sont venus. Je ne leur ai même pas demandé leur carte d'identité puisque ça ne se fait pas chez nous, disons-nous la vérité. Et ils sont dans un état mais vraiment très avancé, très éméché. Est-ce qu'on peut me punir, moi, propriétaire du maquis, d'avoir donné de la boisson à des jeunes? Un, et puis de deux, ils vont sur la route, ils font n'importe quoi, permettez l'expression. Et puis, est-ce que je suis passible de poursuite si je suis tenancier de ce... Dans les deux cas, vous êtes responsable. Dans le premier cas, vous serez responsable au moment, parce que dans le code des débits des boissons, on dit que la personne qui est manifestement ivre doit arrêter de boire. Et il faut aussi arrêter de donner à boire à celui qui est manifestement ivre. Donc si vous voyez son état d'ébriété que vous lui donnez à boire,
bien évidemment... Mais qui contrôle ça? Qui passe? Justement. Parce que dans les maquis... C'est des infractions pénales, donc c'est des dispositions des... Est-ce que la police des mœurs passe dans les maquis, bien dans les boîtes de nuit? Exactement. Vous dites, ah, ici, là, non, le monsieur il est un peu méché. Pourquoi? Il faut qu'on arrête, on va dans une boîte de nuit, encore là, c'est c'est un lieu fermé, c'est un lieu privé, donc ça ne me gênerait pas trop. Mais sur la voie publique, quand vous faites votre maquis sur le trottoir et que vous continuez à lui donner à boire quand bien il est ivre, là, vous êtes franchement en train d'enfreindre une infraction Est-ce que grave. pour ces fêtes-là, justement, est-ce qu'il y a un dispositif pour réguler tout ça, surveiller? Oui, je sais que le ministère des Transports a relancé avec la police des civilités routières jusqu'au 31 janvier, je pense, qui passe pour contrôler ces éléments-là. Donc, c'est le lieu d'attirer leur attention, de jeter un coup d'œil plus sûr sur les maquis. Parce que on ne vérifie pas l'âge. J'ai des enfants, on voit dans les rues, hein, pendant les fêtes, des enfants de 16 ans qui n'ont même pas 17 ans. Des fois 14 ans. Qui sont 14 ans qui sont déjà ivres et même qui narguent même les gens avec des bouteilles à la main. Tout ça, est-ce qu'il y a une brigade qui va circuler pour surveiller tout ça? Oui, il y a la brigade des mœurs et qui, cette année, a été renforcée par la brigade de la civilité routière. Il y aura un déploiement sur presque donc toutes les je zones. sais que le gouvernement en a parlé largement en fin d'année pour dire que jusqu'au 31 janvier 2019, on va surveiller ces infractions, on va surveiller ces comportements-là, ces manques de civilité sur la route. Donc j'espère qu'ils vont être plus efficaces, plus vigilants pour rassurer Marcelin, quoi. Non, parce que on a l'impression que... les parents aussi, hein. Les parents, on a la solution. Oui. On a la solution, c'est que Si on a des tests qui sont très bien décrits, voilà, il faut qu'on respecte les textes. De ces tests-là pour qu'on puisse vraiment sauver des vies. Parce qu'en France, par exemple, dans d'autres pays développés, on va dire ça, toujours il y a la licence 1, licence 2, licence 3, c'est pareil ici, licence 4. Mais oui, c'est pareil ici, mais dans les faits, on constate que... Voilà, moi je sais, moi je suis tenancier de maquis. Je suis sur une rue bien nommée. Je suis en concurrence avec 2-3 maquis. Mais est-ce que, honnêtement, on se regarde Dieu dans les yeux, est-ce que je peux interdire quelqu'un qui veut 10 bouteilles? Vous sentez qu'il est méché, il veut encore 10 autres bouteilles. Est-ce qu'on a la force de dire non à ce monsieur? Alors que les clients qu'on connaît, qui sont déjà éméchés, ça peut devenir la bagarre. Avec cette brigade-là, on est contraint à dire non. Donc, exactement, on est contraint à dire non, sinon on reçoit soit sa contravention, et dans certains cas, c'est des délits, donc on va être poursuivi pour aller plus loin, quoi. Donc il faut apprendre à dire non aussi. Est-ce que ça, déjà, vous avez des dossiers qui montrent combien de maquis qui ont déjà été sanctionnés pour ça, par le passé? On va revenir dans les archives. On n'a pas vraiment de statistiques, on n'a pas fait, parce que c'est une question que vous venez de poser, mais je sais que j'ai vu des décisions où des tenanciers de maquis ont été punis, peut-être pas en Côte d'Ivoire, parce que je n'ai pas vraiment fait le tour. J'ai même vu une décision de justice où la mairie a été punie, puisque c'est elle qui donne l'autorisation de ces manifestations-là. Donc, qui est tenue responsable des conséquences civiles de l'accident. Donc, nos mairies aussi sont responsables. Nos communes sont responsables des autorisations qu'elles donnent pour l'exploitation des activités sur la voie publique. Donc, si vous poursuivez le tenancier du maquis et que vous n'arrivez pas vraiment à avoir gain de cause, vous avez aussi le droit de poursuivre la commune qui a donné l'autorisation, qui n'a pas pris les mesures pour encadrer l'activité, pour qu'elle respecte soit les dispositions du code de la route, qu'elle respecte les dispositions des débits des boissons, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous, pour cette dernière émission de l'année 2018, votre dernière intervention de l'année. On sera très heureux d'être avec vous l'année suivante. Par anticipation, bonne année à vous. Merci beaucoup, bonne année à tous les usagers. Et que la route de votre vie en 2019 soit très belle. Merci beaucoup. À l'instar de tous les membres de la famille. Matin Bonheur qui se poursuit. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est le 31, ça vous le savez. Mais on doit se motiver aussi. C'est lundi après tout. Le jour qui nous énerve le plus. Mais aujourd'hui, c'est le 31. Lundi, motivation. On y va. Sais-tu que la meilleure manière d'avoir ce que tu veux est d'y croire au plus profond de toi? Sais-tu que ce dont tu rêves est tout à fait possible à réaliser? Sais-tu que les choses auxquelles tu crois viendront à toi sûrement, aussi sûrement que si tu les appelais? As-tu passé commande à l'univers ce matin? As-tu pensé à toutes les choses que tu voudrais recevoir de l'univers? As-tu fait la liste de tes besoins afin de les lui présenter avec foi et confiance? As-tu écrit tout ce dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie? Imagine-toi alors en train de les recevoir déjà, de vivre les choses extraordinaires que tu voudrais vivre. Pense déjà à les avoir dans ta vie. Que ressens-tu? Comment te sens-tu? Es-tu exalté? Motivé? As-tu de la joie dans ton cœur? Tu as un immense pouvoir, celui de co-créer ta vie de concert avec elle.
tes pensées, tes émotions, tes sentiments créent aussi sûrement que si tu passais une commande à l'univers. Le plus sûr moyen de passer une commande généreuse est de garder la joie dans ton cœur. La positivité, elle s'apprend. Arrête donc de te critiquer chaque jour et mets déjà du bonheur dans ton cœur. Garde cette joie, ce bonheur, ce sentiment de plénitude. C'est ton contact avec l'univers. C'est ta plus belle prière. La meilleure indication de ce que tu désires avoir. Garde ces sentiments en toi à chaque instant et regarde au plus profond de toi comment tu te sens si bien. Regarde comment tu es plus léger et heureux. Regarde comment tu crois maintenant plus en tout ce qui va t'arriver. Parce que ta demande va t'arriver si tu continues à y croire sans relâche. Ton désir va forcément venir. La loi de l'attraction fonctionne déjà. Commence à croire et à être positif. Et le tout viendra à toi. Excellente journée de positivité. Yeah. Merci à vous. Voilà, le coach Ina Kanouté nous a adressé ces paroles véridiques et elle fera place donc à un instant de vérité en compagnie de la sagace Gabrielle Zani qui sera aujourd'hui avec Monsieur Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. À qui profitent donc les associations de consommateurs? Ouais, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben oui. Est-ce qu'ils défendent vraiment les droits? Est-ce qu'on défend vraiment nos droits? Le consommateur de Babré, on prend en compte de ces récriminations, de Zibizekou, de Cinématiali, Kani, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font au juste, Alix? Instant vérité. Les Ivoiriens veulent savoir. Bonjour à tous, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. En Côte d'Ivoire, plus de 300 associations représentent et défendent les consommateurs. Mais ne vous fiez pas à ce nombre. Selon des observateurs, la plupart de ces associations n'existent que de nom. Hausse du prix des denrées alimentaires, hausse du prix du carburant, de l'électricité. Bref, la flambée des prix est devenue un fait si banal aux yeux de ces organisations qui lèvent à peine le petit doigt pour protester. Interroger les présidents des associations des consommateurs pointe du doigt l'absence de culture des populations dans le domaine associatif. Alors, question. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine du mutisme des associations de consommateurs? Pourquoi n'entendons-nous pas leur voix lorsque les droits des consommateurs sont bafoués? À quand des associations de consommateurs qui donnent de la voix et qui sont crédibles? Nous recevons dans Instant Vérité Marius Komoé pour répondre à ces questions. Marius Komoé est le président du CENOXI, le Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Et puis bon, joyeuses fêtes. Amen. Par anticipation. Je vous en prie. Alors, à combien pouvons-nous estimer le nombre d'associations de consommateurs agréées par l'État de Côte d'Ivoire et combien arrivent effectivement à jouer leur rôle, c'est-à-dire à protéger et à défendre les droits des consommateurs? À dire vrai, à ce jour, non peu dénombré au niveau de la direction générale de l'administration du territoire, qui est l'instance étatique en charge justement d'assurer le suivi de l'État en matière d'attribution d'agréments aux organisations de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs qui se mettent en place. On peut dénombrer, dis-je, au plus grand nombre, 7 véritables associations de consommateurs légalement constituées. Je ne parle pas de ces associations qui se créent pêle-mêle dans les quartiers, dans les villes, les communes, en vue de représenter, d'assurer le relais des organisations légalement constituées. À la vérité, les véritables organisations de consommateurs qui pilulent sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la défense des droits et de la protection des intérêts du consommateur sont au nombre, comme vous l'avez dit tantôt, un peu plus de 300 associations. Mais il n'y a parmi ces 300 que 7 à une dizaine légalement constituées. Alors pourquoi 7 à une dizaine légalement constituées et ce sont ces 7-là peut-être qui travaillent pour défendre un peu le consommateur, c'est cela? À la réalité, oui. Vous avez en fait, pour tout dire, véritablement 4 organisations
qui se font un peu entendre et qui existent véritablement sur le territoire national. Eh bien, parce que tout simplement, comme vous le savez très bien et vous l'avez souligné en intro, eh bien, le mouvement consommateur dans son ensemble, et particulièrement en Côte d'Ivoire, connaît également, comme les organisations de la société civile en général, quelques problèmes de fonctionnement. Les problèmes sont dus donc à des situations financières délétères, parce que les consommateurs eux-mêmes, on parle d'associations. Il s'agit donc de regroupement d'individus, de citoyens, en vue de se faire entendre. Et si vous n'êtes pas membre d'une association, parce que légalement affilié à cette association, en payant une cotisation régulière, en y associant naturellement votre voix par la participation active de votre personne aux activités de la dite fédération, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un consommateur en tant que tel. Tout le monde est consommateur d'office. Voilà, justement, on n'arrive pas à comprendre, je ne vous suis pas très bien. Alors, quand une association se crée pour défendre les intérêts d'un consommateur. Alors, qu'est-ce que le consommateur fait? Il adhère à cette association-là? Absolument. C'est obligatoire pour les usagers, pour l'ensemble des citoyens, d'adhérer à une association en vue de lui donner les moyens de sa politique, les moyens de la défense de ses droits et les moyens de la défense, de la protection de ses intérêts. Mais en y faisant quoi? Quand il adhère, qu'est-ce qu'il fait exactement, le consommateur? C'est une association. Une association, on y adhère en prenant par exemple une carte d'adhésion, en payant régulièrement ses cotisations. Sans cotisation, une association n'existe pas. Sans membres, une association n'existe pas. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans sa maison, il ne s'agit pas de rester dans son bureau, encore moins dans des maquis, des bars et autres, pour prétendre être consommateur et demander des droits, exiger des droits. En même temps, la création d'une association de consommateurs relève du volontariat. Donc, c'est celui qui crée son association qui se dit, voilà, je veux aider. Donc, est-ce qu'il est obligé que le consommateur finance ou bien participe à cette association-là, puisqu'elle relève du volontariat? Mais bien entendu, chère madame, même étant dans le volontariat, eh bien, il faut adhérer à l'initiative. Est-ce que l'initiative qui sous-tend la création de cette association vous intéresse? Est-ce que les idéaux défendus par l'association rencontrent votre assentiment? Si tel est le cas, eh bien, vous devrez naturellement y adhérer. C'est comme, par exemple, les associations de journalistes. Si vous n'êtes pas membre, vous ne disposez pas d'une carte de journaliste, vous n'êtes pas membre affilié à une organisation journaliste, vous n'êtes pas considéré comme tel. Alors, tout simplement, maintenant, est-ce que l'association a une autre, je vais dire, a d'autres ressources de financement? Ah ben oui, absolument. Auquel cas, on n'existerait pas. Il y a longtemps qu'on aurait mis les pieds à l'étrier. Non, à la réalité, nos ressources relèvent tout simplement du soutien que nous apporte un certain nombre de bailleurs de fonds, de partenaires techniques et financiers, dans des cas spécifiques de projets que nous leur soumettons et qui rencontrent justement leur vision des choses. Alors, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est-il obligé de financer une association? Un des textes réglementaires qui régit le fonctionnement du ministère du Commerce donne naturellement les pleins pouvoirs à ce département ministériel, non seulement d'encadrer la création des organisations de consommateurs à travers les directions régionales et les directions départementales de commerce, mais surtout d'apporter justement cet encadrement financier et technique permettant justement à ces associations de consommateurs d'être utiles à la défense des droits et à la protection des intérêts des usagers. Alors ça, je n'arrive pas trop bien à comprendre, je voulais juste savoir. L'État de Côte d'Ivoire, alors, est obligé de financer une association de la société civile, je veux dire. Est tenue de l'encadrer, pas obligée. Elle est tenue de l'encadrer, de le soutenir et de la soutenir et de lui donner les moyens de la défense des droits et de la protection des intérêts du consommateur. D'accord. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que attendre de l'État ce financement-là ne vous rend-il pas dépendant de la main qui donne? Et donc peu crédible aussi. Former les présidents d'associations de consommateurs et les consommateurs sur les textes de loi réglementaires qui régissent justement la société, par exemple la loi sur l'interdiction de fumer, la loi sur l'interdiction d'utiliser, de vendre et autres, les sachets plastiques et autres, qui sont des textes de loi de l'État de Côte d'Ivoire, devraient pouvoir faire l'objet d'une forte communication, d'une forte sensibilisation des populations,
à la matière, l'État a l'obligation justement d'avoir à ses côtés les organisations de défense des droits des consommateurs pour le soutenir en termes de sensibilisation des populations au respect de ces textes. D'accord. Alors, justement, la sensibilisation semble être votre talon d'Achille parce que quand on regarde au constat, les Ivoiriens ne sont pas véritablement informés de ce que vous dites ce matin. J'ai pu vous dire que c'est à l'État qu'il revient de faire le bonheur des populations et non non à une organisation de consommateurs. Mais en même temps, là, on parle d'une organisation. Non, s'il vous plaît, on ne parle pas de l'État. On parle d'une association de consommateurs. C'est du volontariat, vous l'avez si bien expliqué, qui a ses ressources, qui doit se donner les moyens pour pouvoir défendre les intérêts des consommateurs. Alors, dans ce sens-là, c'est l'association qui se doit de défendre les droits. Absolument. Voilà, vous entendez bien le rôle d'une organisation de défense des droits des consommateurs. Vous devez sensibiliser les Ivoiriens sur ce fait-là. Est-ce que cette sensibilisation-là, elle est faite au moment opportun et sur la question qui est peut-être soulevée par, je peux dire, le marché ou le constat? Si ce travail n'était pas fait, aucun usager des services publics ne se référerait à une organisation de défense des droits et de protection des consommateurs ou même interpeller une organisation de consommateurs en termes d'augmentation du coût de la vie. C'est parce que, justement, le rôle d'une organisation de consommateurs, madame, c'est de faire la promotion des droits. La promotion des droits, quels droits en fait? Il s'agit des droits tels que reconnus par les Nations Unies. En fait, c'est les principes directeurs pour la protection des intérêts du consommateur dont nous avons la charge de faire la promotion afin que nul n'en ignore les fondements et s'en serve en cas de violation de ces droits. Donc la sensibilisation est faite, est-ce que vous voulez me dire? Absolument. Alors, si donc cette sensibilisation, elle est faite, comment expliquer le manque d'engouement des populations vis-à-vis des organisations de consommateurs? Comme dans tous les États africains, pour la plupart, les populations ont cette inculture associative, qui les amène justement à adhérer plutôt à l'action politique. Les gens sont plus arc-boutés sur l'engagement politique, sur la vie politique d'un groupe d'intérêts ou de clans politiques que de défendre leurs propres intérêts. Je prends un exemple. Alors non, justement, avant d'avancer, quand vous dites une culture associative, j'ai bien entendu. Absolument. L'inculture associative sous-entend donc que pour ce qui concerne justement nos propres intérêts, la défense de nos propres intérêts, le bien-être social des uns et des autres, les gens ne s'accommodent pas à la défense de leurs droits. Les gens sont... Si tout à l'heure, l'on vous dit que tel camp politique appelle naturellement à un rassemblement des usagers, des populations, mais vous verrez que la salle est archi-com. Mais une organisation de défense des droits des consommateurs dont les membres, qui ne sont autres que les usagers des services publics, qui ne sont autres que les populations sans distinction d'ethnie, de religion, de région, les appellent à un soulèvement, que dis-je, à une protestation contre une situation bien donnée. Vous avez bien fait de rectifier à un soulèvement, c'est différent d'une protestation, d'une manifestation. Mais la protestation consiste naturellement à se lever, à dire non contre un ordre établi. C'est juste un jeu de mots. Mais à la réalité... S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va éviter ce jeu de mots. Alors, j'aimerais que vous expliquiez quelque chose quand même. Quand vous dites que les Ivoiriens n'ont pas de culture associative ou même manquent de culture associative. Absolument. Alors, est-ce que cela ne traduit pas le fait que les Ivoiriens n'ont pas confiance aux associations de consommateurs? Ah non, s'il vous plaît. Moi particulièrement, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens relativement à la confiance, que dis-je, au crédit qui nous est accordé. J'ai toujours été égal à moi-même. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je ne mange à la table d'aucun roi. Je fonctionne en tenant compte des textes qui régissent le fonctionnement des organisations et de défense des droits des consommateurs. Je ne prétends pas être le meilleur, que dis-je. Je ne prétends pas être un homme sans reproche, mais mettre au devant mes intérêts personnels ou les intérêts personnels des membres de ma fêtière en deçà, que dis-je, contre, les intérêts du peuple, nous ne le ferons jamais. Alors, et ça, que votre depuis des années. Non, peut-être que votre association ne le fait pas, mais en même temps... Non, pas peut-être, nous ne le faisons pas. Non, vous ne le faites pas. Absolument. Alors, mais au constat, les Ivoiriens pensent qu'il y a des associations de consommateurs qui se sucrent
sur le dos des consommateurs, tout simplement. C'est à eux, justement, pour avoir faire de l'argent, la preuve. pour avoir les moyens financiers. Nous savons bel et bien que des associations n'existent que de nom. Se mettre à la solde de certains groupes de commerçants. Nous avons ces informations-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, c'est une réalité. La réalité, comme dans toute organisation professionnelle, que dis-je, de défense des droits des uns et des autres, même dans le secteur des journalistes, vous avez des organisations fantoches. Oui, mais restons dans le mouvement consommateur, voilà, vous avez également des présidents d'associations de consommateurs qui n'ont pas le niveau intellectuel. Donc, la formation académique est requise parce qu'on parle de défense des droits. Oui. Alors, en matière de défense des droits, vous n'avez aucune formation, vous n'avez pas de background, vous n'avez aucune qualité intellectuelle. Et puis vous dites vouloir défendre les droits de ceux-mêmes qui sont plus intellectuels que vous et qui sont des usagers des services publics. Donc, il se trouve qu'il y a effectivement des associations qui se sucrent sur le dos des consommateurs. Ce que vous ça, dire. je ne puis le certifier. Mais en même temps, on va parler d'un autre sujet qui est très lié à celui-ci, pardon. Il nous revient à partir d'enquêtes rigoureusement menées que certaines entreprises bafouent les droits des consommateurs au su des organisations de consommateurs. Il n'y a pas que les entreprises. Même l'État de Côte d'Ivoire bafoue régulièrement les droits des usagers. Face à cette indifférence-là, les populations, vous voyez maintenant, ont décidé de se faire justice elles-mêmes. Alors comment pouvez-vous justifier ce fait? Vous savez, le mal que nous avons dans ce pays, c'est qu'une fois nommés à un poste de responsabilité nationale, les gens pensent que c'est un acquis. Ils se permettent tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont à un service. On reproche tout le temps à un chef d'État, à un président de la République. Mais le président de la République, il est élu, une fois il est élu, il s'entoure de collaborateurs. Mais c'est des gens qu'il a jugés crédibles à un poste. Mais quand les individus font tout et n'importe quoi, y compris les détournements de fonds, mais cela ne relève pas de la volonté. Non, j'arrive. Répondez à ma question. Je reviendrai à votre question. Oui. Alors, donc, c'est tout vous dire. C'est là le mal que nous avons dans ce pays. Parce qu'en fait, il y a une responsabilité qui fait que le consommateur est régulièrement... Qu'est-ce que vous faites en tant qu'association de consommateurs? Nous sensibilisons les pouvoirs publics sur la nécessité de la bonne gouvernance. Nous sensibilisons les consommateurs. Mais on n'a pas vu, par exemple, quand des droits ont été bafoués de façon flagrante, au vu aussi de tout le monde, en Côte d'Ivoire ici, on n'a pas vu des associations de consommateurs se lever, donner des mots d'ordre, de manifestations pacifiques, j'insiste là-dessus, pour que les droits soient respectés, pour que les consommateurs se fassent entendre. Il n'y a pas eu cela. Pourquoi? Le seul leader du mouvement consommateur national qui, pour la première fois dans l'histoire de cette organisation au niveau national en Côte d'Ivoire, a appelé les Ivoiriens à un soulèvement populaire, c'est bien votre interlocuteur de ce matin. En 2008, je fus le seul Ivoirien, leader d'une organisation de la société civile, à appeler les Ivoiriens à protester contre la vie chère sous le régime précédent. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez des gens qui sont au pouvoir, soit ils sont ministres, ils sont à des postes de responsabilité, et puis on ne peut pas élever la voix. Dès que vous élevez la voix, eh bien, vous êtes dans des situations d'inquiétude, d'intimidation, vous êtes interpellé, c'est inacceptable. En définitive, s'il vous plaît, à qui profitent les associations de consommateurs? Aux responsables des organisations que vous êtes ou aux consommateurs? Eh bien, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que le régime actuel est au pouvoir. C'est aujourd'hui que vous me recevez sur ce plateau. Ah mais non, mais c'est d'actualité. Nous avons régulièrement été présents sur le terrain de la défense des droits des consommateurs. Mais il faut qu'on nous donne la parole. Alors nous sommes obligés de nous cantonner sur les réseaux sociaux et que sais-je. Mais il est inacceptable pourtant, ce média d'État survit grâce à nos pouvoirs d'achat. Vous êtes là oui, mais parce que vous l'avez voulu après combien d'années d'abstention. Mais en même temps, on ne peut pas tirer sur la RTI, c'est normal. Ah non, je ne tire pas là sur la RTI, je tire sur mon média d'État. Avant vous, il y a eu des personnes qui sont passées, s'il vous plaît. Mais qui sont pour la plupart des politiques. Mais non, s'il vous plaît. Nous avons reçu récemment des organisations, je vais dire... de la société civile. De la société civile, voilà, tout simplement. Des organisations syndicales. Alors, M. Marius Komoé, merci d'être venu. C'est plutôt nous. Vérité. Et vive le mouvement consommateur. Le rôle et le fonctionnement des organisations de consommateurs. Vous êtes, je rappelle, le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, CNOCSI. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est ce soir. Alors, la transition vers 2019. Restez dans Matin Bonheur pour mieux vous préparer avec Alix et Marco. Mais là, tout de suite, c'est la publicité.
Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité internationale. Le nouveau président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a annoncé que l'ambassade du Brésil en Israël allait déménager prochainement à Jérusalem. Un transfert polémique mais lourd de sens diplomatique pour le nouvel homme fort du Brésil. Lors de la campagne présidentielle, Bolsonaro avait annoncé son intention de déménager cette ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Le ministre israélien des Affaires étrangères s'est indigné hier contre une ministre jordanienne ayant marché sur un drapeau israélien à Amman, considérant qu'elle l'avait insulté. Joumana, ministre d'État en charge de l'information et porte-parole du gouvernement jordanien, a été photographiée la semaine dernière en train de marcher sur un drapeau israélien peint au sol à l'entrée d'un bâtiment d'organisation syndicale où elle se rendait à une réunion. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a remporté les législatives d'hier selon des résultats donnés à la télévision que l'opposition rejette en dénonçant des fraudes sur fond de violence ayant fait 17 morts. La coalition de Sheikh Hasina a d'ores et déjà obtenu 191 des 300 sièges du Parlement monocaméral. À Dublin, la crise immobilière pénalise de nombreux habitants. Devenue l'une des villes les plus chères d'Europe, la capitale irlandaise est frappée par une crise du logement qui pousse à la rue de nombreuses familles aux revenus modestes. Reportage. À Dublin, derrière les belles vitrines illuminées, se cache une réalité bien plus sombre. Une crise immobilière frappe de plein fouet les familles les plus vulnérables de la capitale irlandaise. Face à une pénurie d'habitation et un loyer moyen d'environ 2 000 € par mois, se loger devient un casse-tête. 3 colocataires habitent dans ce studio de 30 mètres carrés pour 850 € par mois. Les esprits s'échauffent parce que certains veulent dormir, d'autres veulent étudier ou d'autres encore veulent aller dans la salle de bain en même temps. Donc c'est assez difficile à vivre. Plusieurs facteurs expliquent cette crise. L'augmentation de l'immigration, la pénurie de logements sociaux, mais aussi la spéculation de certains propriétaires qui préfèrent les locations à court terme via la plateforme Airbnb. Il existe tout un tas de cas de figure différents. Cela va des gens qui tombent dans la pauvreté à ceux qui vivent dans des petits espaces bondés. Et cela affecte la qualité de vie de ces gens. Le gouvernement a promis d'agir au plus vite en fixant des limites de location avec Airbnb et en lançant la construction de nouveaux logements. Mais cela n'a pas suffi à calmer la grogne des habitants. Au mois de novembre, des manifestants ont envahi les bureaux du conseil gouvernemental en charge de résoudre les problèmes liés au loyer, accusant le pouvoir de favoriser les propriétaires. La mobilisation a poussé le Premier ministre à réagir. Cette année, nous allons construire entre 18 000 et 20 000 nouveaux logements et c'est plus que n'importe quelle autre année depuis 10 ans. Et il y a urgence. Chaque semaine à Dublin, près de 4000 personnes font des demandes d'hébergement d'urgence. 500 de plus qu'il y a tout juste un an. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Merci beaucoup, très cher. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Demain. Pour le 1er janvier. Toujours avec le plaisir. On n'a pas le droit de faire la fête, hein, nous, parce que, voilà. Justement. Donc, doucement, doucement. On y va mollo, ok? Il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Juste dormi à 23h, se réveiller à 3h du matin. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous connaissez le rituel. Voilà, beaucoup de chaleur au sens propre comme au sens figuré dans ce studio donc, pour cette dernière ligne droite. Et on va recevoir avec beaucoup de plaisir quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un... c'est un érudit, il maîtrise l'art, donc l'art, c'est un art, des ressources humaines. Maintenant, on dit rendre heureux. Rendre heureux. C'est Monsieur Valentin Zawi qui est avec nous, qui va nous parler d'un sujet très intéressant. Parce que quand il s'agit d'argent, de rémunération, tout le monde a la banane, tout le monde a le sourire. Allez, on va parler de primes de fin d'année, 13e mois, gratification et primes exceptionnelles. Qu'est-ce que ça recouvre tout ça? On se retrouve dans quelques secondes, juste après ça. Décembre, dernier mois de l'année, c'est aussi le mois le plus attendu par les salariés car évoquant prime annuelle, 13e mois et gratification. Ces avantages octroyés en cette période constituent pour le salarié un complément de salaire souvent non négligeable.
pour un employeur qui a travaillé toute une année, 12 mois avec des gens qui ont pu donner leur vie, qui ont pu faire des efforts pour contribuer donc au développement de l'entreprise, il est nécessaire qu'on leur attribue donc ce 13e mois-là. Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, parce que c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup de dépenses à faire et nous faisons beaucoup de dépenses. Et puis vraiment pour les cadeaux des enfants et pour rentrer dans le mois de janvier qui est aussi long, en tout cas ça nous aide beaucoup. C'est la joie pour les travailleurs, mais c'est le grincement des dents pour l'employeur. Chez nous, c'est une entreprise agricole et on a des périodes. Il y a des périodes où la production est bonne, où pour faire les dépenses, on n'a pas de soucis. Mais malheureusement, pour nous, la gratification tombe à une période où la production est en baisse. Donc pendant ce temps, les travailleurs, eux, ils sont contents, ils jubilent, ils cherchent, il faut qu'on paye. Et l'employeur, nous sommes en train de chercher mains et pieds pour pouvoir satisfaire. Mais on fait l'effort pour pouvoir payer. Par exemple, cette année, on a payé entre le 10 et le 15. On a déjà payé la gratification aux travailleurs pour leur permettre de vite faire les achats pour les enfants et tout ça. Une prime est une somme versée à un salarié en plus de son salaire habituel. C'est une rémunération exceptionnelle. La gratification est par définition aussi un complément de salaire bénévole pour l'employé en cas de satisfaction de l'employeur. La gratification, c'est le 13e salaire réservé aux travailleurs selon moi. La gratification, c'est le 13e mois. C'est-à-dire c'est le salaire qu'on donne dans le mois de décembre à un travailleur, à un fonctionnaire. Il faut dissocier la gratification du 13e mois. La gratification, c'est une prime de fin d'année. Mais le 13e mois n'est pas obligatoire. Le 13e mois, c'est une convention, c'est un accord que les entreprises ont avec leurs travailleurs, avec les représentants des travailleurs. On signe des accords pour dire que, par exemple, si l'année a bien marché, on peut donner 1 mois ou bien 2 mois de salaire aux travailleurs. C'est différent de la gratification. Les entreprises qui ne respectent pas la règle s'exposent à des sanctions judiciaires. Je n'ai pas touché la gratification salariale parce que je suis en essai. Dans le mois de décembre, il y a tellement de sollicitations. Et le travailleur ne peut pas compter sur son seul salaire du mois de décembre. Et donc, avec ce 13e mois, il s'épanouit. Il est obligé de faire face à certaines sollicitations, à certaines charges. Et vous savez que le mois de décembre, c'est effectivement un mois d'événements, de fêtes. Et toute la famille est sur le dos du fonctionnaire, du travailleur, en fait. Et donc ça, je trouve que c'est nécessaire et tout employeur doit faire face à ça. Mais en Côte d'Ivoire, ici, quand on parle de la gratification, dans le Code du travail, à son article 53, la gratification doit être, ça dit que si un employeur doit donner au moins 75% de son salaire catégoriel. Mais les 75%, généralement, les salaires catégoriels ne sont pas élevés. Donc, la plupart des entreprises donnent soit 75% du brut, ou bien même ils donnent plus que 75%. Notamment, je ne fais pas la publicité de notre entreprise, nous donnons plus, nous donnons 110%, 120% du salaire brut pour pouvoir encourager le travailleur. Parce que quand tu vois un travailleur qui a des soucis, ça se ressent sur l'entreprise.
Cette allocation est d'un montant qui est généralement supérieur à 75% du salaire minimum conventionnel mensuel de la catégorie du travailleur. Ces primes de fin d'année relèvent de la convention collective interprofessionnelle de 1977. Et voilà, retour sur ce plateau en compagnie de notre expert en ressources humaines ou en rendre heureux, si vous voulez. Monsieur Zawi Valentin, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Marcella. Belle fête à vous et puis bonne année par anticipation. Merci. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les primes de fin d'année, 13e mois, gratification et primes exceptionnelles. On a vu dans l'élément, on a eu plusieurs définitions. Est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose pour spécifier tous les termes? Alors, merci encore de me recevoir sur le plateau. Ce qu'on peut dire, et avec votre permission, je voulais juste citer un grand conférencier français, Philippe Bloch, qui parle aux chefs d'entreprise, qui leur dit, si vous voulez que vos collaborateurs soient attentifs, prévenants, et moi j'ajouterais bienveillants envers les clients, il faut que vous les considérez eux-mêmes comme des clients. Pour dire quoi? Pour dire que les salariés, pour prendre un raccourci, un client, il a des besoins. Un salarié aussi a des besoins. Donc, bien entendu, quand je suis salarié, j'ai un salaire par rapport au travail que je fais mensuellement, mais c'est aussi bon que par rapport à la richesse qui est produite là, le chef d'entreprise puisse réfléchir et trouver, n'est-ce pas, des moyens, des paramètres, des stratégies pour redistribuer cette richesse-là. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et pour répondre à votre question, en fin d'année, nos tests, la convention collective interprofessionnelle que citait ma consoeur là, dans l'élément de 77, en son article 53, dit que, en substance, hein, en fin d'année, le salarié percevra ce qu'on appelle une prime de fin d'année ou gratification. Voilà. Donc déjà, les tests le disent, on peut après discuter, est-ce que c'est la même chose, qui ne doit pas excéder, enfin qui ne doit pas être inférieur aux 3/4, donc à 75% de son salaire conventionnel, ça veut dire le salaire catégoriel. Ce qui est différent du salaire brut que je perçois. Parce que dans le salaire, les éléments des salaires, il y a le salaire catégoriel en fonction du secteur où on se trouve. Et puis vient le sursalaire. Et puis bon, des primes peuvent s'ajouter qui donnent globalement la rémunération. Dans ce que vous dites, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. La loi dit ceci et l'esprit, c'est que chaque responsable, chaque directeur ou chaque responsable de l'entreprise qui se respecte, qui veille au bien-être de ses employés, peut vraiment trouver des moyens légaux tout en restant toujours en adéquation avec la loi pour satisfaire ses employés. D'autant plus que nous, dans notre actualité africaine, sociologiquement, la fin d'année est inhérente à certains gestes à faire, famille. Mais écoutez, vous faites bien de le souligner parce que les années passent, on s'occidentalise, on va dire, mais pour autant, on reste africain. Et s'il y a une valeur qui est essentielle pour les Africains, c'est le partage, la solidarité. Merci, M. Govoy, c'est exactement ça. Donc, on n'est pas heureux tout seul. Et les fins d'année... Et nul n'a le droit d'être heureux tout seul, d'ailleurs. Et les fins d'année sont un moment, justement, très, très intéressant pour faire preuve de cette solidarité vis-à-vis de ses proches. Et sans cela que les chefs d'entreprise, je pense que c'est par rapport à ce que le législateur a bien voulu imposer, parce que c'est le cas de le dire, impose à tout chef d'entreprise en fin d'année de payer, comme je l'ai dit, une prime de fin d'année ou une gratification ou le 13e mois. Quelle est la nuance au fait? Écoutez, comme vous dites, on est en fin d'année, on ne va pas faire trop technique. Moi, je pars du principe que ce qui est dans la convention collective, en santé 53, c'est un 13e mois en fait. Parce qu'une gratification, le chef d'entreprise me gratifie, j'allais dire, d'une somme, enfin, de l'argent, parce qu'il est satisfait relativement à mes performances professionnelles. On ne va pas aller très loin. Vous vous levez très tôt le matin, c'est quand même des situations particulières. Pendant que les autres dorment, vous venez et... autant que faire se peut, logiquement, idéalement, la hiérarchie devrait voir dans quelle mesure est-ce que vous avez une prime, par exemple, par rapport à cet effort particulier. On ne s'est pas entendu avant l'émission, hein, pour que vous puissiez dire ça. Oui, non, mais naturellement, c'est venu comme ça. C'est un exemple naturel. C'est un exemple parmi tant d'autres. En fait. Écoutez, je pense qu'on est dans une maison qui est la nôtre à tous, donc on peut dire les choses sans forcément obliger qu'il se soit fait quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on se comprenne. Donc voilà, et donc le 13e mois, c'est vraiment ce qui est dans la convention collective. La gratification, ça pourrait être effectivement ce qu'on reçoit
parce que le chef d'entreprise est satisfait de notre performance. C'est-à-dire, par exemple, Alix qui se réveille à 3 h du matin, qui brave certaines intempéries, la sécurité, l'insécurité. Abidjan, maintenant, des fois, on ne sait jamais, qui vient au travail, c'est une femme avec ses autres collègues, par exemple. N'est-ce pas? Par exemple, dans une... pourrait... Bon, voilà. Mais écoutez, pour établir un parallèle, autant on parle de prime de nuit pour les salariés qui travaillent de nuit, hein, ben, autant aussi, je pense que ça aurait du sens que pour ceux qui se lèvent très tôt, par rapport à des contraintes professionnelles aussi, on voit dans quelle mesure est-ce qu'on les intéresse. En fait, c'est ça ce que je disais. Merci pour l'information. Je vous en prie, monsieur. C'est comment motiver, parce que justement, on parle de motivation. C'est vrai. On parle de motivation, donc voilà, il s'agit de réfléchir, et c'est aussi le travail des confrères dans l'entreprise, de voir comment on fait pour justement aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Justement, tout à l'heure, on a donné un exemple, le nôtre est à juste titre. Quelles sont donc les conditions pour obtenir le 13e mois, la gratification ou les primes exceptionnelles? Alors justement, on en parlait, le 13e mois, qui est aussi appelé gratification, comme je l'ai dit dans la convention collective, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste être salarié dans une entreprise avec une présence effective. Et en fin d'année, l'employeur a l'obligation de vous verser ce 13e mois-là. Voilà, ça c'est pour permettre justement aux salariés de bien passer les fêtes de fin d'année et de faire plaisir à leur entourage. Après, on peut aller, il y a ce qu'on appelle le principe de l'intéressement, qui peut être différent du 13e mois, qui est que, il y a certaines entreprises qui sont dans cette logique-là, en accord avec les représentants du personnel dont on parlait il y a quelques semaines, vous et moi, on peut définir que, pour ce qui sera fait comme travail au cours de l'année, là, en cours, en fin d'année, on peut définir un montant, de dire que par rapport aux catégories, vous recevez 100 000, 200 000, les cadres, ça se discute, on se met d'accord, mais c'est sous-entendu que... J'aime bien les montants. Ben, c'est juste dans les exemples, Barcelone. Mais on se met d'accord au préalable. Et ce qui fait qu'en fin d'année, par rapport aux résultats obtenus, chaque salarié percevra ce qui a été convenu dès le départ. Donc, c'est ça le principe de base. Après, il y a ce qu'on appelle les primes de rendement. Parfois, qu'on applique pour ceux qui sont dans l'aspect commercial. On dit qu'un commercial, généralement, c'est lui qui fait son salaire. Parce qu'on va définir un minimum, là, pour dire que oui, au moins pour qu'il puisse se déplacer. Ça voisine aux commissions et autres? Exactement. Voilà. Par exemple, donc, on va définir des pourcentages, ça peut être 10%, 15%, 20%, ça dépend de l'entreprise. Oui, monsieur Govol. Ah, monsieur Zawi, il y a des entreprises qui ont une nature hybride. Au niveau administratif, au niveau commercial. Oui. Le gars de l'administration peut rentrer chez lui à 20h, 22h, des fois, sans prime concrète, alors que celui qui est dans le commercial a des primes peut-être chaque 2 mois, chaque 3 mois. Est-ce que cette dichotomie-là ne peut pas fragiliser l'entreprise en fin d'année, par exemple? A priori, on pourrait le penser. Après, dans une entreprise, vous avez différents postes et les exigences ne sont pas les mêmes. Je vais dire, par exemple, celui qui est dans l'administration, qui est un poste sédentaire, c'est ça, hein, à la différence de l'autre qui est un poste nomade, les exigences ne sont pas les mêmes, donc ça a du sens, pour avoir été en entreprise, ça a du sens que, par exemple, celui qui est dans le département commercial, pour ce qui est de la nature de son activité professionnelle, ait des primes qui n'ont rien à voir avec celles que peut percevoir celui qui est dans l'administration. Oui, c'est une discrimination, mais elle est positive, en fait. Parce que dans l'entreprise, après, quand on va plus loin, on parle des pesées des postes, hein, pour savoir des XY qui apportent plus. Voilà, et même les rémunérations peut être définies par rapport à ça. Ben bon, ça, c'est un peu plus technique. Mais pour dire que oui, c'est pas gênant que dans une entreprise, il y ait des bases différentes en fonction des... Est-ce que la clairvoyance, par exemple, du responsable, à ce moment-là, c'est pas de faire un peu de psychologie, d'essayer de régler cette discrimination positive en fin d'année? C'est ce dont on parle, justement. Alors, mais justement, c'est en cela que je pense la convention collective impose, on va dire, ce 13e mois-là, pour régler un peu le problème. Maintenant, en dehors de ça, vous avez raison, ça, c'est le travail des confrères, comme je dis toujours, des conseillers en entreprise. Quand on est RH, les anglophones disent que le RH doit être un business partner. Pour parler français, un partenaire d'affaires. C'est à lui de connaître l'activité de son entreprise, d'en savoir les réalités et de voir qu'est-ce qu'il peut proposer. Parce que c'est ça le rôle des RH. C'est une fonction, c'est pas pour prêcher pour ma propre chapelle, mais c'est une fonction essentielle. Il lui appartient, ou il lui appartient de réfléchir pour voir
quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour justement intéresser les uns et les autres. C'est important ça. J'imagine le directeur d'une grande société d'informatique, pour ne pas citer, ça commence par A, ça termine par N, les employés sont venus le matin au travail et chacun, eux tous, ils ont vu sur leur bureau un billet d'avion et puis 3 jours quelque part aux Maldives. Tout frais payé par l'entreprise. Ben, écoutez, tout est possible. Tout est possible. Tant qu'il y a les moyens. Il ne faut jamais désespérer. Ben, exactement. Non, je veux dire, ça peut aller dans tous les sens. C'est ce qu'on disait. Motiver ses collaborateurs, on peut jouer sur plusieurs leviers. Avec votre permission, il y a un spécialiste de la motivation, Frédéric Esbeck, qui parle de les facteurs de motivation en termes de promotion, en termes de travail, en termes de considération qu'on a pour le collaborateur, mais aussi des facteurs d'hygiène de vie qui prennent en compte les conditions de travail, n'est-ce pas, la gestion même générale de l'entreprise, les relations interpersonnelles. Donc, effectivement, en termes de motivation, en fonction des moyens de l'entreprise, on peut s'accorder certaines facilités, mais bon, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, évidemment. Alors, le 13e mois et les gratifications, c'est quelque chose d'un peu plus général. Mais pour les prises exceptionnelles, quels sont les indicateurs de performance pour 2 agents occupant le même poste, par exemple? On se base sur quoi pour octroyer une prime exceptionnelle? Alors, on est en fin d'année, je pense que ce n'est pas l'occasion d'être très technique, mais quand même, je vais répondre à votre question. Oui, il faudra que les uns et les autres comprennent pourquoi l'autre a plus de l'exemple marge. Le plus simple pour le commun des mortels, c'est 2 commerciaux. Parce qu'un commercial, il vend. Il est censé faire du chiffre. Si on estime que mensuellement, parce que là, c'est quantitatif, on vous dit que vous devez faire entrer, par exemple, 20 millions de francs CFA, c'est un objectif que vous devez atteindre. Et que si vous avez atteint ces 20 millions, vous avez 10%, de ce que, par exemple, ou bien 15%. Si les 2 commerciaux vont travailler, qu'à la fin, il y en a un qui a pu faire 35 millions et l'autre a fait 15 millions, écoutez, ils vont percevoir les primes au prorata de leurs efforts. On est d'accord? C'est l'équité. Voilà, tout simplement. Eh bien, au-delà de... C'est vrai que là, on parle d'argent, mais il y a des primes aussi qui ne sont pas mercantiles, mais c'est des primes, moi, je peux appeler ça des primes du cœur. C'est-à-dire l'employé qui sait que le 31 décembre, son directeur appelle et le souhaite de vive voix, pas par mail ou même par message. Bonne année, félicitations, j'ai été très heureux de vous avoir comme collaborateur cette année, du courage. Ça aussi, c'est des primes. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Écoutez, en tant que RH, vous savez que c'est des choses qui comptent aussi. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Non, j'allais confesser que je ne suis pas lève-tôt, donc je ne vous suis pas toujours, mais il m'arrive de voir quand c'est rediffusé. Et cet exemple, vous l'avez déjà utilisé et vous avez parfaitement raison. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas que l'argent. Franchement. Et justement, quand on est chef d'entreprise, il y a bien longtemps que ça a été établi qu'on travaille tous pour de l'argent, mais au-delà de tout, c'est la considération qu'on a pour nous. La valorisation. Et ça, c'est établi. Moi, j'étais jeune stagiaire dans une entreprise, pour faire très court, où les cadres étaient dans des conditions extraordinaires, mais il se trouvait que chaque mois, ça démissionnait. Parce que le chef d'entreprise ne les associait pas aux prises de décision. Donc, autant les gens avaient des conditions extraordinaires, mais ils ne se sentaient pas utiles. Donc, les gens partaient. Donc, effectivement, c'est important, au-delà de l'argent, et j'en connais qui le font. Ils ne sont peut-être pas beaucoup, mais je connais des chefs d'entreprise qui font cela, qui sont très proches de leurs collaborateurs. Et c'est pour ça que je me suis permis de citer cette assertion-là de Philippe Bloch. Les employés, les salariés ont des besoins. Il faut les connaître, leurs besoins. Et l'un des premiers besoins d'un salarié, c'est la considération que mon chef a pour moi. La considération, ce n'est pas le respect. Parce que je peux vous respecter, mais sans vous considérer. Le respect, c'est un côté un peu militaire. On me demande de vous respecter, M. Govol, je vais vous respecter. Mais derrière, quand vous tournez le dos, je dis des choses, de bonnes choses de vous. Vous savez de quoi je parle en entreprise. On casse du sucre sur la communication, on est habitué à ça dans le métier. Oui, ça, mon petit doigt me disait aussi. Non, mais considérer quelqu'un, c'est lui accorder la valeur. Et il n'y a pas plus grand pour un chef de département, un chef d'entreprise, d'être proche de ses collaborateurs et justement de passer un coup de fil pour dire « Ah, j'ai appris que votre enfant est malade, vous avez tout mon soutien. C'est comme l'a fait Aliko Dangote, qui a appelé donc le fils d'un de ses machinistes et qui lui annonce que « Dis à ton père que l'année prochaine, il va à la Mecque ». Mais écoutez, parce que, enfin, c'est connu, en matière de management,
j'allais dire les anglophones ont un pas d'avant par rapport absolument, à nous. Oui. Ils savent y faire. Ça, il faut, voilà. Donc, effectivement, c'est important et ça aide parce que pour l'équilibre psycho-émotionnel d'un salarié, il n'y a rien de tel de savoir que mon chef, il est avec moi. Est-ce que nous sommes de doux rêveurs? Ou bien ce qu'on dit, c'est vrai. Est-ce que nous sommes de doux rêveurs? Non, par définition, comme je dis toujours à des amis, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc oui, on peut... C'est possible dans nos sociétés en Afrique? Mais écoutez, mais c'est en cela que... Il y a le copinage, il y a du népotisme. Oui, mais ce n'est pas pour vous passer la pommade. Hein. C'est en cela que j'estime que votre émission, elle participe à l'information, à la formation, à l'éducation des masses. Parce que de temps en temps, je vous suis, les intervenants, tout ce que vous dites, mais il faut éduquer la population, il faut éduquer les décideurs aussi. Donc oui, avec un peu de patience, avec un peu de volonté, bon, on finit par y arriver un de ces jours. Alors, on va espérer qu'on finira par y arriver. Voilà, c'est cette note d'espérance que l'on vous remercie, en tout cas pour votre passage. Je vous en prie, juste avec votre permission, meilleurs vœux à vous, hein, et à vous à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez des vœux à souhaiter à des gens en particulier, allez-y. Ben, écoute, vous êtes notre dernier invité de l'année, on va pas se priver. Merci de l'honneur qui m'est fait. Non, moi, je pense à ma famille, je pense à mon épouse, je pense à mes enfants, je pense à mes frères et sœurs, je pense à tous mes amis, mais je pense surtout à la Côte d'Ivoire, qui est un pays beau, qui est riche de son sol, de son sous-sol, de ses hommes. Je pense que je souhaite pour la Côte d'Ivoire qu'on soit davantage unis, qu'il y ait beaucoup plus de discipline, et qu'on travaille. Et vous aurez observé que c'est notre devise donc, nationale. Si c'est incarné par chacun de nous, je pense que le pays s'en porterait nettement mieux. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. C'est la dernière de l'année et la parole revient à une grande dame pour vous dire... À l'année prochaine. 5, 4, 3...